Paco, je suis maraîchère à plein temps. Donc, on est ici sur la ferme de l'Anarosée où je travaille tous les jours avec 3 associés. On fait du maraîchage diversifié, en bio, tout en vente directe. Il y a une autre partie de ma vie qui s'appelle la Confédération Paysanne, donc je suis co-porte-parole depuis 2 ans pour la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres. Donc on cultive 1 hectare de maraîchage, 8000 m² à peu près en plein champ, donc dehors, et 2000 m² sous une serre, sous une multichapelle. Et donc voilà, donc il y aura aussi un atelier d'élevage bovin, et je les oublie tout le temps, mais on fait aussi des poules pondeuses. Donc depuis 2 ans, on a une centaine de poules pondeuses pour compléter les paniers de légumes. Bruno Joly, donc je suis agriculteur à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers dans la Vienne. Donc je suis éleveur de vaches laitières, je suis associé avec 3 autres personnes, donc mon épouse, ma sœur et Anthony, avec 5 salariés et une apprentie. Donc on mène notre ferme avec 140 hectares, 90 vaches laitières et on transforme pratiquement l'intégralité du lait de nos vaches. Je m'appelle Claude Souriau, je suis paysan à Montbrard, à Saint-Gervais-les-Trois-Clochers, dans le nord de la Vienne. Je me suis installé moi en 1983, et donc je suis proche de la retraite maintenant. Depuis 2006, on est passé en bio. Ça, grâce au fait qu'on a travaillé avec d'autres collègues dans le coin, donc on a créé un CIVAM pour pouvoir échanger entre nous et faire évoluer nos systèmes. Martin Souriau, donc installé depuis 2018 sur la ferme. Et donc moi je me suis installé avec un projet de petits fruits rouges, donc tout ce qui est mûres, framboises, cassis, groseilles, fraises, etc. Et j'ai aussi planté un verger de pommiers sur 1,6 hectare à peu près. Sur les petits fruits, ça demande de l'eau. Après, c'est de l'eau, c'est distribué en goutte à goutte. Sur une année très sèche, en fait, sur nos systèmes, on est à peu près sur 1800 m3 de consommation d'eau dans l'année. Puis après, sur la partie du verger, j'ai choisi de greffer mes pommiers sur des porte-greffes qui soient plus résistants à la sécheresse aussi. Et donc, moi, j'ai fait le choix de ne pas irriguer le verger. Le verger se porte plutôt bien et c'est plutôt réjouissant pour l'avenir. Ici, notre particularité, c'est on travaille en sol vivant, donc on apporte énormément de compost de déchets verts et du coup on arrive à avoir un sol qui est hyper vivant, donc qui va mieux retenir l'eau, qui va du coup être très facile à travailler et du coup on le travaille même plus finalement. Dans la serre là, ça fait 5 ans que le sol n'a jamais été travaillé avec des outils. Et donc voilà, c'est aussi un gain de temps, du confort, et puis finalement on va pas utiliser d'énergie fossile, très peu, vu qu'on n'a pas à travailler le sol, on va pas déstructurer notre sol, donc on va garder tout ce qui est organisme vivant, on va pas tasser notre sol avec les outils, donc forcément aussi on a un sol qui est donc qui retient mieux l'eau, enfin c'est parfait en fait. On travaille absolument sans aucune variété hybride sur la ferme. C'est très rare, on va dire. Je pense qu'on est peu de fermes à faire vraiment ce jeu-là. Alors c'est un sacré obstacle parce que forcément l'hybride, elle a été sélectionnée souvent pour faire plus de rendement, pour avoir une homogénéité. Nous voilà, on a préféré plutôt valoriser le goût, la diversité visuelle. C'est tellement chouette d'avoir des aubergines de formes différentes, de couleurs différentes, plutôt que d'avoir toujours la même aubergine. Et pour arriver à ça, on autoproduit tous nos plants. On est équipé pour ça et ça c'est aussi un choix d'autonomie en fait. Là on est dans une parcelle de maïs, on a 10 hectares de maïs cette année, c'est à peu près tous les ans pareil. Donc on est sur une parcelle de maïs population Lavergne, une variété que j'ai récupérée dans le Périgord chez un agriculteur en 2005. Et que je cultive depuis 2005, ça me permet d'être autonome au niveau des semences. Donc j'achète plus de semences de maïs depuis 2005. L'avantage qu'elles ont, les variétés population, c'est qu'elles ont une génétique très très large. Donc nous on disait, c'est une réserve de solutions, quelque part. Parce que la génétique, elle s'exprime plus ou moins selon ce qui se passe. Sur la question de la sélection, ce
Ce qu'on tient un peu comme discours, nous, c'est que quand on fait nous-mêmes notre propre sélection, en quelque part, on adapte des plantes au milieu dans lequel elles sont cultivées après. Alors là, le maïs n'est pas irrigué, on n'a pas de système d'irrigation sur la ferme, donc on le cultive en culture sèche. Donc il est semé au printemps et comme on est en bio, il est biné, on passe la RC-tri, la houe rotative, la bineuse 2 fois pour enlever les mauvaises herbes. Cette année, c'était pas évident parce qu'on a eu 40 jours sans pluie en juillet, début août, mais on a eu 30 mm d'eau le 15 août. Ça nous a permis de nourrir les épis et d'avoir quand même un petit peu de maïs cette année. On verra le rendement qu'on va faire. L'an dernier, on a fait 45 quintaux hectares. Là, on s'attend plutôt sur quelque chose de 25 à 30 quintaux parce qu'on a beaucoup souffert de la sécheresse. Mais ça reste en bio 25 à 30 quintaux, sachant qu'on n'a pas mis d'intrants au sol, qu'on n'a pas acheté de semences, ça reste correct en termes de rentabilité. Donc sur la ferme, on vend tous nos légumes en vente directe. Donc on travaille essentiellement en paniers de légumes qui sont livrés, donc distribués plutôt. On a donc deux points de distribution qui sont à Parthenay, donc à 10 minutes d'ici, et sur Niort, qui est à peu près à une demi-heure. On a aussi quelques paniers à la ferme, et puis le vendredi soir on fait un petit marché dans la commune. Et nous on fournit 140 lieux de vente plus 50-60 écoles, donc environ 200 lieux. Ce qu'on est sûr, c'est qu'à partir de 450 000 litres de lait produits, dont 420 000 litres sont transformés à la ferme, on nourrit énormément de familles. Donc à la fois sur la ferme, ça nous permet de vivre à 10 personnes sur une surface de 140 hectares, avec une production diversifiée entre maïs, grand épeautre, mélange céréales protéagineux et principalement les prairies, avec notamment la luzerne aussi, qui est une très très bonne plante qui résiste bien à la sécheresse. Combien ça peut nourrir de personnes? Beaucoup. Moi, en tant que maraîchère, j'irrigue toute l'année. Voilà, on voit très bien les tuyaux qui sont là. Sous une serre, on est obligé d'irriguer toute l'année. Et puis en plein champ, on irrigue forcément à la saison où il fait plus chaud. Donc c'est pas une approche contre l'irrigation, c'est pas du tout le cas. Par contre, voilà, ce qu'il y a derrière les bassines, c'est de l'irrigation, mais c'est pas du tout la même. Et c'est là où en fait vraiment la Confédération paysanne que je représente se positionne contre les bassines. En fait, les bassines, c'est un projet énorme qui ne correspond pas à la demande aujourd'hui citoyenne en termes d'alimentation. Derrière, on a un système qui ne va pas nourrir son territoire en fait. C'est un système agricole qui va donc demander énormément d'eau, énormément d'énergie fossile, parce que voilà, forcément quand on a des très grandes surfaces, on a besoin de gros matériel, donc beaucoup d'énergie, et puis beaucoup de pesticides aussi. Et donc on sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. On peut pas continuer à développer des systèmes qui sont aussi énergivores, aussi polluants. On ne peut pas continuer à dire que c'est un projet de territoire, on ne peut pas continuer à dire que c'est un projet pour la souveraineté alimentaire. Voilà. Nous, en fait, à la Confédération paysanne, on est obligés, en tant que défenseurs d'une alimentation de qualité et d'une agriculture paysanne qui fait vivre ses travailleurs, qui fait vivre ses campagnes et qui, dans l'idée, ne détruit pas la planète, donc a décidé de s'opposer clairement contre les bassines. C'est énormément d'argent pour une petite zone, pour une poignée d'agriculteurs, et pour le reste du département, on fait quoi en fait? Il y a toujours cette question-là de... Ok, alors on a recensé que les agriculteurs du sud du département avaient des problèmes de besoin en eau, donc on a trouvé une solution. Mais par contre, voilà, ça reste très, très centré, et puis du coup, on règle pas le problème de la gestion de l'eau à l'échelle départementale. En gros, là-bas, on a toujours prélevé beaucoup d'eau. Il y a même une période où la politique agricole commune subventionnait les cultures irriguées. Donc forcément, ces gens-là, les mêmes personnes qui sont donc dans un modèle très intensif de culture céréalière, monoculture, elles ont déjà eu beaucoup de subventions il y a des années pour s'équiper en matériel d'irrigation. Donc elles ont utilisé beaucoup d'eau. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à faire comme ça, mais on va encore donner des subventions à ces mêmes personnes
pour faire un projet donc de réserve de substitution. Et il y a une époque, les départements ils se concurrençaient là-dessus, sur la surface qu'ils pouvaient mettre en irrigation, quoi. Parce que pour un département, pour la ferme, par exemple, on parle de la ferme Bienne, c'était bien que la ferme Bienne puisse produire plus de maïs ou plus de céréales et tout ça, parce que ça faisait plus de volume, du chiffre d'affaires, voilà, des emplois, etc. Où il n'y avait pas forcément de problème d'eau et puis de droit à l'eau, chacun pouvait avoir à peu près ce qu'il voulait, mais je pense qu'on était trop loin, et du coup maintenant on voudrait garder ce système et créer des structures infernales pour pouvoir garder ça. Mais... On peut pas défendre ça, on peut pas défendre une partie des agriculteurs et pas les autres en fait. Et moi ma solution c'est pas qu'on fasse des bassines partout, parce qu'on pourrait me répondre ça, mais c'est plutôt une meilleure gestion de l'eau, quoi. Ce qu'on demande avec la Confédération paysanne, c'est qu'on le partage en plus avec des priorités, et des priorités d'usage. Alors là je parle que d'usage agricole, hein. Bien sûr, sinon l'eau potable c'est la première priorité. Nous ce qu'on demande c'est que l'usage de l'eau soit priorisé pour les cultures à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire des cultures qui vont produire beaucoup sur une petite surface, qui vont faire de l'emploi. Donc c'est exactement l'exemple du maraîchage, donc le maraîchage, l'arboriculture, les semences, et puis bien sûr l'élevage. Alors mais l'élevage sur le territoire, on est d'accord que si c'est pour faire du maïs grain qui va être exporté soit en Europe ou même beaucoup plus loin, c'est pas l'idée. Là c'est de pérenniser en fait des cultures pour l'autonomie d'une ferme. Et avant tout donc de penser au territoire, parce que c'est ça, quand on parle de forte valeur ajoutée, c'est aussi de l'emploi sur le territoire. Ici on est sur une ferme de 2 hectares et on est 4 à travailler. Moi ma position sur les bassines, c'est que déjà à la base l'irrigation, je trouve que c'est une bonne solution. Moi j'ai un voisin qui fait des melons, il arrose ses melons, c'est des petites quantités d'eau, ça permet de développer beaucoup de valeur ajoutée, de créer beaucoup d'emplois, c'est très bien. Mais après le problème à travers les bassines, c'est la monoculture de maïs, c'est mobiliser des fonds publics qui pourraient être beaucoup mieux utilisés qu'à travers ces investissements-là, sachant que les bassines sans subvention, elles n'existeraient pas. Et donc il n'y a aucune raison de subventionner à des niveaux de 70 à 80% des ouvrages qui servent à très peu de monde pour développer très peu d'économies, très peu de valeur ajoutée, à part faire fonctionner quelques semenciers et quelques coopératives qui achètent le maïs, comme c'est fait dans le Poitou-Charentes actuellement. Je pense que c'est complètement incohérent, et je pense que par rapport au changement climatique, nous on a mis en place des nouvelles plantes, la chicorée, le plantain, la luzerne, qu'on utilise en pâturage, qui sont des très bonnes plantes qui résistent à la sécheresse, qui savent attendre l'eau. On a mis en place des betteraves fourragères, donc on n'avait pas fait sur la ferme depuis 40 ans. Et en fait, il y a des solutions. Comment on voit nos campagnes, quoi? Est-ce qu'on veut des déserts avec des grosses fermes qui font vivre une personne, ou est-ce qu'on veut des campagnes où il y a plein de petites fermes avec, ben voilà, moi j'ai 31 ans, j'ai un enfant, donc forcément mon enfant il va à l'école, je fais vivre une école, je fais vivre un village en fait. Et tout ça c'est... Souvent quand on pense aux bassines, on pense pas à tout ce qu'il y a derrière. Mais voilà, nous en tout cas on a vraiment ce besoin de montrer que l'agriculture qui est défendue par le système bassine, par le projet bassine, c'est pas l'agriculture qu'il nous faut, et c'est pas l'agriculture que les citoyens et citoyennes ont besoin.